Les prestigitateurs de la matinale sont installés chez vous en ce jeudi dès 5h55. Vous constaterez que nous avons démarré cette émission et nous aurons à passer très exactement 95 minutes avec vous qui seront meublées de plusieurs articulations, notamment en fin d'émission avec notre thématique. Aujourd'hui, on ouvre une lucarne en prélude à la journée internationale de lutte contre le cancer des enfants, au cancer des enfants avec un passionné, un expert, celui qui milite pour la sauvegarde et la santé des enfants en Côte d'Ivoire. Il milite dans une ONG. On parlera avec lui, bien sûr, de ces cancers-là, ces différents types de cancers et leurs manifestations. Mais avant, on aura plusieurs choses à voir avec vous. Et je ne suis pas seule. On sera ensemble pour vous présenter tout ceci. Absolument. Le coq chante, le jour paraît, tous s'éveillent dans le village planétaire depuis Abidjan, direct du studio Marie-Thérèse Péchaud. Donc toute l'équipe de la matinale est très heureuse d'être en votre compagnie en cette veille de Saint-Valentin. Et oui, c'est le 13 février aujourd'hui. Demain, c'est la Saint-Valentin. Mais je vous rappelle et je précise que demain n'est pas férié. Demain, on travaille. Vendredi, c'est pas férié. C'est la Saint-Valentin, c'est pas férié. Faut dire ça parce qu'il ne faut pas faire un pont. Demain, on travaille. C'est la Saint-Valentin. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez triste. Le cancer des enfants. Les enfants n'ont pas le droit d'être malades. Ça fait toujours quelque chose au cœur quand on voit des enfants qui souffrent des affres de cette maladie. Et Dieu sait qu'il y en a de nombreuses personnes concernées et nous allons en parler aussi. Le docteur Envo sera là pour nous parler des bienfaits thérapeutiques du riz. Et puis quand on exagère, qu'est-ce que ça peut provoquer? Sans oublier notre spécialiste du côté floral qui était avec nous la dernière fois, qui n'a pas eu beaucoup de temps, qui viendra également parler. Ainsi, Matin Bonheur se décline avec à la réalisation Christelle Akoussa. L'image du jour, l'image de la liberté, mais de la mélancolie aussi. Il faut se rappeler d'où on vient. C'est là Nelson Mandela. Vous savez que nous sommes dans le mois de sa libération il y a quelques années maintenant. Tous les 11 février, on a une pensée pour lui et ce qu'il a souffert là à Robben Island. Exactement, et il fut le premier président noir de la République arc-en-ciel. On va dire que son incarcération fut symboliquement appréciée dans divers pays du monde et il a tenu à faire la paix avec ceux qui l'avaient incarcéré. Il a même reçu le prix Nobel de la paix en compagnie du président de Klerk. Et puis on n'oubliera jamais assez ce côté magnanime, ce côté de paix de Nelson Mandela. Figurez-vous que Nelson Mandela était emprisonné par un régime. Il arrive au pouvoir et il décide de prendre le chef de protocole du régime qu'il a torturé pour être toujours son chef de protocole. Vraiment, je ne sais pas quel dirigeant au monde peut être capable de telle profondeur de paix. Et Nelson Mandela l'a fait. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, mesdames et messieurs. On a une pensée pour tous nos cousins de la radio, de fréquence de Radio Côte d'Ivoire, tous ceux qui, dans toutes les radios du monde entier de Côte d'Ivoire, travaillent pour ce média de proximité-là qui fait en sorte qu'on ait plusieurs informations en même temps. Exactement, journée mondiale de la radio en mémoire du 13 février 1946, jour de la création de la radio des Nations Unies. Le jour mondial de la radio est célébré tous les 13, donc aujourd'hui de chaque année. Cette date a été entérinée par l'UNESCO le 3 novembre 2011 lors de la 36e conférence à la suite de la proposition initialement faite par l'Espagne. Alors, si on faisait l'appel aujourd'hui, est-ce que les gens sont présents? Béatrice? Présente. Jourdain? Présent. Giordano? Présent. Ça va? Présent, ça va, oui, bien. Et Radha, c'est en hindi, qui signifie la joie en hindi. Ce sont les prénoms, les noms, parfois c'est des noms de famille que nous célébrons aujourd'hui. Matin Bonheur, il est 6h pile à Mbato, c'est chez moi, et aussi dans la Nyebitiassa, c'est chez elle. Matin Bonheur commence avec l'info, c'est Régis qui est là. Bonjour à vous, Alex et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire, premier pays africain à accueillir la Convention mondiale du cajou, un événement placé sous le thème « Quel avenir durable pour le secteur mondial du cajou ?» Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a ouvert donc les travaux à Abidjan. Il prône la transformation de la noix de cajou. Il a déclaré que le gouvernement ivoirien met en œuvre un ambitieux programme destiné aux investisseurs pour la transformation locale de la noix de cajou.
La phase 2 du projet Agir est en marche. À Adjamé, ce sont 500 jeunes qui ont reçu des financements de montant de 256 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu à la mairie de cette localité. Le programme est piloté, il faut le rappeler, par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. On reste avec ce ministère, le ministère de l'Emploi, qui a restitué la stratégie nationale intégrée de transition vers l'économie formelle, une stratégie élaborée avec le Bureau international du travail, BIT, et qui a pour objectif de renforcer la productivité et d'améliorer les conditions d'emploi des travailleurs en Côte d'Ivoire. La commission formation professionnelle de recherche de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a organisé récemment une conférence de presse pour annoncer la première édition du marché de l'innovation et de la recherche. Il s'agit d'une plateforme qui va permettre aux entreprises et acteurs de ce secteur d'échanger en vue de proposer des solutions pour créer un système de l'innovation solide en Côte d'Ivoire. Le super prix Boni 2019 à Serge Collea a reçu son véhicule flambant neuf. Reportage. Serge Collea est désormais propriétaire d'un véhicule flambant neuf à bord de son bolide. Le Super Ebony 2019 apprécie le confort de la berline V3 boîte automatique, essence climatisée, caméra de recul avec un intérieur simili-cuir d'une valeur de 10 millions de francs CFA. C'est un véhicule qui va me permettre de travailler beaucoup plus à l'aise, d'être assez prompt sur les différents lieux de reportage. Cette considération sociale qui veut que le Super Ebony puisse quand même être en termes d'image entouré d'un véhicule flambant neuf et de bien d'autres attributs qui justement me donnent cette fierté-là d'être Super Ebony 2019. À travers cette action, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et ses partenaires, notamment la radio-télévision ivoirienne RTI, dont le directeur général Fousseni Dambélé, représenté par son conseiller David Mobio, et United Motors viennent de joindre l'acte à la parole. En plus du véhicule flambant neuf, le Super Ebony qui est Serge Collea ira avec trois terrains avec ACD. Ce sont des terrains qui sont à Bassam, à Abidjan et puis à Tafiré. Les journalistes sont un corps d'élite. Ça demeure l'une des corporations avec laquelle il faut compter dans toutes choses. Il était important pour nous de nous rapprocher de cette coopération-là, de bien vouloir saisir l'opportunité qu'ils nous donnent pour pouvoir permettre à ce que chacun se déplace. Cette cérémonie de remise du véhicule à Serge Collea Super Ebony 2019, plébiscitée le 18 janvier dernier à Yamoussoukro, est aussi l'occasion choisie pour le lancement de l'opération Un journaliste, un véhicule. Objectif, aider les hommes des médias à avoir une mobilité pour mener à bien leurs différentes investigations. Le reportage de Davis Oyo, commenté par Franck Quadio. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 6h30. Merci à vous, Régis Kofi. En tout cas, très heureux pour Serge Collea. Sergent. Voilà, qui reçoit progressivement tous ses lots et puis c'est mérité après le travail abattu. Ouais. Il a abattu énormément, on a vu venir. C'est la conscience du travail, ça paye toujours, quoi. C'est clair. Qu'importe le temps, mais le travail finit toujours par payer. Régis, votre voiture viendra. Hein. Mais pour le moment, on va à pied. Ben c'est ça. Et on ira à pied juste pour le fitness pour le maintenant. Bonjour chez vous. On se réveille du lit. Côte Diabaté toujours. Comme vous l'avez dit, le fougueux Diabaté. On va se mettre à genoux d'abord et descendre, fessiers sur talon, tout doucement. Les mains posées sur le genou, le dos, les épaules largement ouverts, légèrement.
6. On va décoller le bassin et rester comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Posez tout doucement. Tirez bien. Assis sur fessier et tirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Félicitations à vous. Prochaine séance, le sport. Il est dur, mais c'est vital. Merci à vous. Ah, j'aime trop ces chutes-là. Il y a toujours quelque chose comme ça pour nous attirer, pour teaser ce qui va aller avec nous pour notre bien-être. J'espère que chez vous, vous prenez des précautions pour faire du sport. Il faut vérifier sa tension artérielle tous les jours. Il faut vraiment faire ses examens. Et puis, ce n'est pas les Jeux Olympiques. Aller à son rythme. On ne le dira jamais assez. Aller à son rythme. Petit à petit, comme on dit chez les Congolais, c'est un peu que le coton devient pagne. Voilà, peu un peu. Allez, matin bonheur se poursuit, on a fait du sport, on a transpiré, on va se relaxer un temps soit peu et manger. Et quand on mange, à matin bonheur, ça donne ça. Ce matin léger pour vous avec cette bouillie de maïs à vous proposer pour ce matin. Voilà, agrémenté de menthe, comme vous voyez, avec même des olives aussi, ou des fruits. Ou des fruits, voilà, un petit raisin. Baka de maïs, voilà. mesdames et messieurs. C'est ça, le baka de maïs. Pour tous les bramogo et les bramousseaux, c'est pour vous. Et le nom, on va dire, historique, traditionnel, ça s'appelle le gnégné. Voilà, c'est le gnégnien, c'est comme ça que ma grand-mère m'a dit. Ça s'appelle le gnégnien, comme son nom l'indique. C'est un petit déjeuner qui est fait à partir de maïs concassé. C'est une céréale qui est très riche en vitamine B. Et on voit là, comme ça, on peut l'agrémenter avec des fruits ou le parfumer avec de la menthe, tout simplement. Et puis aussi du pain, avec du pain dur, du pain mou. Ça s'accompagne très bien. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est un plat flexible, passe-partout. Autant on peut l'apprécier au petit-déj, comme aussi pendant les goûters, tout ça. Ouais, et même le soir, quand on revient par exemple du sport, ou bien après un jeûne toute la journée, c'est bien, c'est très pratique. Et ce n'est pas celui qui suit maintenant sur le conducteur qui va dire le contraire, parce que c'est un amoureux des choses simples, surtout de la nature. Il vient dans le giron Alix de l'Espace Vert. Très exactement. Et il s'appelle comment, dites-nous? C'est Dr Boli Francis Trabi, il est chercheur au Centre national de floristique. Avec lui, on parle bien sûr de ce centre qui regorge de beaucoup de potentialités et qui tente à s'ouvrir à tout le monde. Docteur Boli, passionné de fleurs, de la nature, vous pouvez lui poser des questions. Vraiment, il ne sera jamais collé parce que vraiment, il est passionné. Et c'est un plaisir, un délice de l'avoir ce matin et de profiter donc de ces vibrations comme les belles fleurs qu'il étudie. Docteur, bonjour. Bonjour. Ça va bien au centre? Très bien, ça va très bien. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au centre là-bas? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'avancée de la nature dans notre pays? Alors, ce que nous faisons au centre, merci bien de cette question. Ce que nous faisons au centre, c'est de la conservation. La conservation in situ, c'est-à-dire sur leur site, et la conservation ex situ. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons conserver des espèces végétales sur leur site, c'est-à-dire dans leur milieu naturel. Donc, vous pouvez choisir une aire sur laquelle nous venons et nous pouvons créer une forêt pour vous. Tout comme nous pouvons créer un jardin pour vous. C'est cela, in situ et ex situ, c'est-à-dire en dehors de leur site. Là, ce sont les jardins, généralement les jardins botaniques et autres. Et vous travaillez uniquement sur les végétaux? Oui, nous travaillons uniquement sur les végétaux. D'accord. Le nous m'intéresse parce qu'on aimerait savoir qui sont ces personnes-là qui sont à l'œuvre à chaque fois dans ce centre. Alors, ce sont des Ivoiriens, d'abord, des enfants de cette Côte d'Ivoire qui se sont formés à plusieurs disciplines, qui sont botanistes, qui sont ethnobotanistes, qui sont phytopathologistes, qui sont pharmacologues et qui sont aussi sociologues, qui ont fait les sciences sociales
qui travaille sur le centre social qui travaille sur les rapports de la société avec l'environnement. Mais l'élément commun de tous ces chercheurs, c'est les espèces végétales. L'éventail est large, hein, comme Oui. vous venez de le dire. Hein. Et parfois, de volets inattendus. Je ne savais pas que les sociologues, tout ça intervenait là-dedans. C'est bon à savoir. Docteur, dites-nous concrètement, à quoi servent les jardins botaniques pour l'homme de la rue? Ça sert à quoi les jardins botaniques? Ben, le jardin botanique a plusieurs fonctions. Alors, la première fonction, c'est la fonction écologique qui est de capter le carbone, la séquestration du carbone. Dans un second plan, on pouvait aussi parler de l'aspect ornemental, c'est-à-dire le décor. C'est beau, la preuve en est que. Et il y a aussi l'aspect conservation. Il y a des espèces qu'on peut intégrer dans le jardin botanique qui sont des espèces patrimoniales, des espèces à statut particulier, des espèces qui ont des usages vraiment particuliers comme des usages alimentaires, des usages magico-mystiques. Je peux vous donner un exemple tout à l'heure. Allez-y maintenant, même On est temps intéressé. mieux. Même temps mieux. Le gopo. Oui, ce qu'on appelle chez les BT. Oui. Excusez-moi, c'est une ethnie De ivoirienne. l'ouest, du centre-ouest de notre pays. Du centre-ouest de notre pays. Le gopo, c'est l'espèce de vérité. L'épreuve de vérité. L'épreuve de vérité. Généralement, dans nos contrées un peu contrées rurales, quand il y a un souci et que quelqu'un est un quiproquo, accusé de sorcellerie, qu'est-ce qu'on dit? On met la personne à l'épreuve. Au révélateur du gopo. Voilà. Détecteur On de lui mensonge, met détecteur de la gopo. sève de gopo dans les yeux. Si ses yeux, s'il sent des brûlures au niveau des yeux, il est coupable. S'il n'a pas senti de brûlure, il est acquitté. C'est une pratique assez s'il subjective en même s'il sait temps. résister aussi, il peut sait résister, ça peut faire mal, il peut résister, ça peut faire mal, et puis alors qu'il est Tout ça, coupable. c'est assez subjectif. Hein? Oui. Est-ce que la sève est accessible chez vous? Nous disons magico-mystique. Et la sève est accessible dans votre jardin, dans les jardins? Le gopo est là. Et vous avez la possibilité de voir le gopo à l'espace, à l'état naturel, sur pied. D'accord. Oui. Et pour la parenthèse, peut-être qu'il faudrait être initié spécialement pour pouvoir l'exécuter dans les recoins. Soit dit en passant, les jardins botaniques, comment ils sont conçus et où on les installe précisément? On en a combien en Côte d'Ivoire? Il y a plusieurs jardins botaniques. À Abidjan, déjà... Bergerville, le plus célèbre. Oui, Bergerville. Il y a un autre jardin non loin de Bergerville, à la Riviera. Il y a le jardin, le célèbre jardin du Centre national de floristique de l'université. Oui. Quand vous allez à l'université, très impressionnant, avec des espèces patrimoniales à statut particulier, des espèces à usage alimentaire, à usage cosmétique. On dit que c'est l'un des plus fournis d'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des plus fournis de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des plus fournis, non seulement fournis en espèces locales, mais il y a des espèces exotiques venant de l'Afrique de l'Ouest, venant même de l'Australie par moment. Des espèces qui ont des histoires particulières, qui sont là-bas. C'est ce que nous sommes en train de conserver. Et en même temps, nous faisons l'effort de les répliquer, si possible, si vous en voulez. À la demande de toute personne, nous avons la possibilité de répliquer ces espèces-là dans d'autres superficies, dans d'autres localités. Toutefois que soit une collectivité locale ou bien un individu peut nous solliciter pour que nous puissions agir dans ce sens-là. Docteur, le Centre national de floristique est un centre qui a quelle vocation? Aider les jardins botaniques ou bien les parcs, ou bien c'est un centre qui est flexible, qui peut intervenir à tout moment? C'est un numéro 10, un peu comme on dit dans le football. Je prends l'option, la dernière option, c'est un numéro 10. Parce que le centre allie à la fois la recherche, la formation et les activités communautaires. Alors, au niveau de la recherche, nous travaillons sur... Le centre même, déjà, est un outil de recherche. Le jardin que vous voyez n'est pas seulement à visiter,
mais c'est un outil scientifique pour les étudiants. Tout à fait. C'est là que tous les étudiants viennent faire leurs expérimentations. Nous avons une ombrière dans laquelle il y a la possibilité de faire des régénérations, c'est-à-dire de faire des plants et aller les répliquer quelque part. Nous faisons des études sur des plantes spécifiques. Vous pouvez demander aujourd'hui au Centre national de floristique, pour telle espèce, combien de temps le macoré, qui est une espèce de bois d'œuvre, peut mettre pour germer, pour être à cette taille et pour être à maturité. Ça, ce sont des étudiants on a des étudiants qui travaillent sur ces thématiques-là. À côté de cela, nous avons des formations que nous faisons en interne. Quand, par exemple, nous avons aujourd'hui initié la production de champignons comestibles. Au sein du centre, il y a une unité qui est là, qui travaille sur les champignons comestibles de Côte d'Ivoire, bien entendu. Et donc, nous avons aussi la possibilité de répliquer cette même expérience-là sur quelqu'un d'autre. Donc, il y a beaucoup, comme on le dit, on a beaucoup de cordes à notre arc. Donc, nous faisons de la recherche, nous faisons de la formation et nous accompagnons aussi les communautés. Nous sommes généralement sollicités par des structures, par des villageois qui disent on n'a plus cette espèce-là dans notre zone. Donc, elle a disparu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour la régénérescence de cette espèce-là? Et nous travaillons avec ces populations. Nous leur fournissons des semences que nous essayons de suivre avec eux jusqu'à ce que ces semences soient à maturité et nous les transmettons dans le milieu naturel pour qu'elles puissent régénérer. Et justement, docteur, vous avez touché quelque chose de très important. Quel est le parallèle qu'on pourrait faire avec l'agriculture? Parce que notre pays est à vocation agricole. Oui. Donc le parallèle de votre centre avec l'agriculture? Oui. Alors ce que nous faisons avec l'agriculture, vous savez que l'agriculture est beaucoup consommatrice d'espèces végétales et d'espaces aussi, donc de couverture forestière. Alors ce que nous faisons, c'est que quand on veut créer une plantation, parce qu'on ne peut pas empêcher cela, c'est la base de notre économie. Alors ce que nous faisons, c'est que nous aidons les populations rurales, sinon le paysan, à pratiquer ce que nous appelons l'agroforesterie. Nous les encourageons à cela. C'est une pratique ancienne, mais nous les encourageons de sorte qu'en dehors de l'espèce qui est plantée, par exemple, je prends un exemple, si c'est le cacao, si c'est un cacaoyer, alors vous avez un champ de cacaoyer. Nous appelons cela un espace monospécifique. C'est-à-dire qu'il y a une seule espèce. L'espèce que vous protégez, c'est le cacaoyer. Mais en dehors du cacaoyer, il y a des espèces que vous avez la possibilité d'intégrer. Et donc, ces espèces-là, nous les choisissons avec ces populations en fonction soit de leur pratique alimentaire, de leurs habitudes alimentaires. Si vous êtes, par exemple, chez des Yakuba, qui aiment bien le plé, l'espèce qu'on appelle le plé, alors nous avons la possibilité d'introduire des pieds de plé dans les champs de cacaoyers, de sorte que demain, parce qu'eux-mêmes sont consommateurs de plé, ils puissent prendre le plé juste à côté d'eux et ne pas aller faire un autre champ de plé. Alors au lieu de nettoyer complètement tout ce qui est j'allais dire plantes qui soient étrangères à leur culture, nous leur donnons la possibilité d'intégrer d'autres plantes qui pourraient leur être utiles. Docteur, à la vérité, désolé, à la vérité, ce que vous faites là, c'est de l'encadrement. C'est de l'encadrement, c'est de la préparation, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est un centre national floristique, mais vous allez vraiment plus loin qu'on ne le pensait. Est-ce que vous avez les moyens? Parce que je ne voudrais pas qu'on termine sans en parler. Est-ce que vous avez les moyens? Parce que c'est scientifique, c'est pratique. Je vois qu'il y a recherche, formation, proposition et résolution. C'est ça. Merci. Alors, au titre des moyens, nous sommes une structure étatique. Eh oui. On a compris. Vous avez tout compris. Alors, les moyens doivent venir de l'État, donc de notre ministère de tutelle,
c'est tout ce que nous attendons de ce ministère-là. Le travail que nous faisons en sociologie, je suis d'origine sciences sociales, donc en sociologie on appelle ce qu'on appelle les mains invisibles. En fait, nous, le Centre national de fleuristique est une main invisible. Tout à fait. Nous faisons du travail, beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas visibles. C'est pourquoi nous remercions aujourd'hui la RTI qui nous appelle pour que nous puissions nous exprimer, dire au moins ce que nous faisons et cela pourrait appeler, cela pourrait intéresser. Et cela pourrait faire que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour le faire. Même le jardin, nous avons besoin de l'entretenir, nous avons besoin, en dehors du jardin, nous avons ce qu'on appelle l'herbier. L'herbier, c'est le plus grand herbier de l'Afrique de l'Ouest, qui est là entreposé, mais qui n'est pas très bien entretenu aujourd'hui et qui a commencé à se dégrader malheureusement, alors que nous avons juste besoin de certains produits pour les maintenir en l'état. Ce sont des plantes séchées, il y a des organes de plantes séchées que nous conservons et qui retracent l'histoire d'une espèce végétale, quelle qu'elle soit. En tout Nous cas, avons donc besoin de moyens et c'est le lieu d'appeler l'État, lieu d'appeler tous ceux qui sont volontaires. Le message est passé, rassurez-vous. Et pour Vous êtes venu un matin bonheur, le message est passé. Allez, merci beaucoup. Pour susciter aussi des ressources propres, parce qu'avec la formation, la compétence que vous avez, même pour des particuliers, ça pourrait intéresser. Absolument. Quand on construit une maison, on a un jardin, on veut des plantes spécifiques, on peut solliciter le centre et ça pourrait faire rentrer des fonds. C'est pour tout cela que nous sommes en train de communiquer autour de nos activités pour que il y a de la matière pour le développement. Aussi les privés puissent s'intéresser. En tout cas, quand tu regardes Matin Bonheur, forcément, ils vont être attirés par les moyens. Pour vous développer. Allez, merci à vous. Bon courage à vous. Merci infiniment, docteur. Nous, on va marquer la petite pause publicitaire, météo et le deuxième flash de Régis Kofi. Le grand concert offert gratuitement aux passionnés du sport et de la musique. Samedi 15 février 2020, de 15h à 20h, au Palais de la Culture. 1. Des prestations en live. Serge Beno, Magic Diesel, Kajil, John Yale. 2. Des prestations en playback. Obans, Safarello Biang, Mix Premier, Sidonie la Tigresse, Afou Keita et bien d'autres. 3. Des freestyles et des démonstrations exécutées par les sportifs. 1, 2, 3. Attention, retiens bien. 1. Tu te prépares. 2. Tu viens au Palais de la Culture le samedi 15 février à 15h. 3. Tu fais le show avec les stars du sport et de la musique. Le concert 1, 2, 3, c'est gratuit et ça va être zo. Partenaires RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI Digital. Bonjour à tous. Tôt le matin, on aura des réductions de visibilité le long du littoral et du sud forestier. Avec l'apparition du soleil, ce temps se dissipera pour donner un ciel simplement nuageux. En allant vers les régions plus au nord de la Côte d'Ivoire, le ciel sera de moins en moins nuageux. Les vents secs continueront de dominer dans les régions du nord. Pour les températures, on retrouve 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 22 à Bondoukou et Boaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 21 à Korogo, 20 à Mans, 21 à Odiéné, 24 à San Pedro, 23 à Sassandra, Tabou et Yamsokro. L'après-midi sera fortement ensoleillé sur le pays. Les vents secs d'Harmattan resteront sur presque tout le pays. Cependant, les régions le long de l'océan pourront bénéficier de l'apport d'air humide, atteignant ainsi les effets de l'Harmattan. De petites précipitations sporadiques ne seront pas à écarter sur le littoral. Pour les températures de l'après-midi, on a 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 36 à Bondoukou et Boaké, 35 à Daloa, 34 à Dimbokro et Gagnoa, 37 à Korogo, 34 à Mans, 37 à Odiéné, 32 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamsokro. Merci de toujours rester fidèle à ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée sur la RTI.
Merci de suivre ce bref regard sur l'actualité africaine. Bienvenue. Élections législatives et municipales au Cameroun, la mission d'observation de l'Union africaine estime que le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère calme et paisible, mais souligne la faible participation des électeurs dans un contexte de tension marqué notamment par la crise anglophone et l'appel au boycott de Maurice Kamto, arrivé officiellement second à la présidentielle. En Guinée, le FNDC, Front National de Défense de la Constitution, a appelé à une nouvelle journée de résistance citoyenne et permanente contre le projet de nouvelle Constitution ce mercredi. Pour cette mobilisation, le FNDC a encouragé les citoyens hostiles au projet de nouvelle Constitution à créer des attroupements dans leur quartier. Des attroupements qui sont en général dispersés par la police. Il y a 2 jours, le président Alpha Condé a ouvert la porte à une possible candidature pour un 3e mandat, ce qui est interdit par l'actuelle loi fondamentale. Au Sénégal, le régulateur des médias et l'Institut Panos-Afrique de l'Ouest ont organisé un colloque régional sur la production de contenu sur l'image des femmes dans l'espace médiatique ouest-africain. Reportage. Bâtir, réguler tout en favorisant un cadre médiatique viable, apte à promouvoir le genre dans le traitement de l'information au sein de l'espace ouest-africain. Autant de défis, autant de possibilités à offrir à la marche des femmes pour un accès démocratique au contenu médiatique bien de chez nous. Il faut aussi des règles. Et c'est ça, réguler, établir des règles. Les organes de régulation, le Sénat par exemple, ont les moyens d'influencer les entreprises de presse, notamment. Ils délivrent et ils suspendent certaines licences. Dans d'autres pays, ils ont davantage de pouvoir encore, ça veut dire d'allouer l'aide à la presse, d'allouer les aides à la formation. Et donc, en ce sens, ils ont un poids considérable sur les entreprises de presse. Plus qu'une suggestion, c'est plutôt un impératif. Les femmes doivent occuper en bonne intelligence les médias traditionnels comme modernes, avec les experts de l'autorité de régulation. C'est d'abord être conscient des inégalités, être conscient de cette domination mâle et de voir comment faire accéder aux femmes, faire accéder les femmes à ce niveau-là de responsabilité où les préoccupations des femmes sont prises en charge. Pour commencer par sensibiliser les différents acteurs, pour qu'il y ait prise en compte des problèmes des femmes. Parce qu'un homme, quand il est bien éduqué, bien formé, vous avez fait un homme qui a réussi. Mais si vous éduquez mieux une femme, vous avez changé un foyer. La société change plus vite quand les femmes sont mieux éduquées et c'est pourquoi nous faisons ce travail de sensibilisation. Un atout de taille qui fait espérer de plus une légitimité pour la régulation et la coopération quant à la diffusion de contenu média incluant le genre avec un traitement équitable. La police marocaine a annoncé hier mercredi la saisie la veille de quelques 7,5 tonnes de résine de cannabis près de Guelmine dans le sud du Maroc et l'arrestation de 8 personnes soupçonnées de trafic international de drogue. L'opération a aussi permis la saisie de 4 véhicules, une moto, 2 fusils de chasse, 108 cartouches et une somme d'argent soupçonnée de provenir de ces actes criminels. On termine au Bénin. Un programme international se préoccupe actuellement de l'ictère du nouveau-né. Une conférence a réuni pédiatres et néonatologie. Suivant. Il est presque totalement évitable, mais continue de faire mal au Bénin. L'ictère néonatal, un problème très fréquent chez les nouveau-nés. Des efforts, dirais-je, ont été faits, mais le taux de décès des nouveau-nés ne semble pas infléchir fondamentalement. Ces causes sont principalement de 3 ordres.
les incompatibilités de sang, ça veut dire les incompatibilités de groupe Rhésus ou de groupe ABO entre la maman et son fœtus qui aboutissent à une destruction plus accélérée des globules rouges. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est le déficit en G6PD qui est très prévalent au Bénin, de l'ordre de 20-23% de la population et qui favorise des crises hémolytiques suite à l'exposition à certains toxiques. Et enfin, la dernière cause qui est également extrêmement fréquente dans les pays comme le Bénin, c'est les infections néonatales, en particulier les sepsis et les méningites, qui favorisent non seulement la destruction des globules rouges, mais aussi des problèmes de métabolisme de la bilirubine et le passage de la bilirubine dans le cerveau. Les enfants finissent par mourir dans la plupart des cas. Et pourtant, le traitement semble fort simple. Il se fait par des lampes qu'on appelle des lampes de photothérapie qui consistent littéralement à exposer la peau du bébé à une lumière dans le spectre du bleu qui permet la destruction de la bilirubine qui est présente dans la peau et sa transformation en un composé qui peut être éliminé dans les selles et dans l'urine sans autre forme de métabolisme et sans danger pour le patient. Et cette forme-là a la caractéristique de ne pas non plus pouvoir passer la barrière hémato-cérébrale pour aller se fixer dans le cerveau. La photothérapie est un instrument qui est extrêmement performant et extrêmement bon marché. Malheureusement, nombreux sont encore les centres hospitaliers au Bénin qui ne disposent pas de cet appareil. Sinon, l'ictère néonatal n'est pas une fatalité. Il peut être évité à moindre coût. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. Merci de votre attention. On se retrouve à 7h. Merci infiniment à vous, très cher Régis. On se retrouve à 7h. 7h pour la dernière. Et demain, vous serez tranquille. Ce sera le jour de la Saint-Valentin. Hein? La couleur, déjà, est en train de venir. Hein? Vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin en particulier demain? Oui, parce que c'est vendredi. C'est vendredi. En plus, vous ne durez pas au champ. C'est le début du week-end. Donc... On ne dit pas tout. Hein. Non, justement, on ne dit pas tout. Caliente. Eh oui, c'est la Saint-Valentin demain. Mais comme on dit à Matin Bonheur, demain, ce n'est pas férié. On travaille. Hein. C'est vrai, c'est le soir qu'on va faire la Saint-Valentin. Lui également, il sera dans le ton de la Saint-Valentin, j'imagine. Mais aujourd'hui, il est avec nous. C'est Renaud. Renaud Valentin. Et Renaud pour la revue de presse. De la Saint-Valentin avec ce rappel de rouge. Bonjour à vous, Renaud. Bonjour, Alix. Alors, bonjour, Marco. On démarre avec le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Le porte-parole du RHDP répond à la requête du PDCI. Oui, après le report de la signature des conclusions du dialogue politique national le jeudi dernier, le PDCI, par la voix de Maurice Kakougi-Kahué, selon ce qu'indique le quotidien Le Matin, demande un autre round pour parvenir à un accord dans ce processus, dont l'un des points clés est le nouveau code électoral qui va servir de boussole pour les élections générales à partir de 2020. Et face à cette demande, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, que cite le confrère, a déclaré « Si le PDCI n'est pas prêt pour 2020, il peut attendre 2025 ». L'Inter a recueilli l'avis d'un expert sur la question de la réforme constitutionnelle. À quelques mois de l'élection présidentielle, le débat sur la réforme de la Constitution occupe l'actualité. Pour mieux comprendre cette question, le confrère a accordé une interview au docteur Prégnant Claude Naï, enseignant-chercheur à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Au cours de cet entretien, le spécialiste en sciences politiques a fait le tour de la question et a déclaré que le vrai enjeu de ce prochain feuilleton politico-juridique qui se profile à l'horizon est la question de l'alternance au pouvoir. Plus de détails dans l'Inter. Et on en vient avec cette mise en lumière du directeur général de l'intelligence d'Abidjan, M. Alafé Ouakili. Oui, Alafé Ouakili était l'invité de la première activité du groupe de réflexion Capital Média, initié par Honora de Yedagne, l'ex-directeur général de Fraternité Matin. Au cours de cette activité, l'homme de médias a abordé plusieurs sujets, parmi lesquels la rumeur de la probable candidature de Tidiane Thiam à l'élection présidentielle de 2020. Là-dessus, l'homme de médias a posé la question de savoir si l'ex-patron du Crédit Suisse a le coffre nécessaire pour postuler à la magistrature suprême et à proposer des pistes de solutions pour celui-ci face à la différence, pour que celui-ci plutôt fasse la différence au cas où il se lancerait. Plus de précisions dans l'intelligence d'Abidjan. Et puis la lutte contre le narcotrafic prend un peu plus d'épaisseur dans notre pays. La police nationale demande-t-elle un réseau international?
Oui, dans sa croisade contre le trafic de drogue, la police nationale a réalisé un beau coup de filet hier en mettant fin aux activités de 10 suspects, parmi lesquels 6 Italiens, un franco-turc et 3 Ivoiriens plutôt, dont 2 dames suspectées d'être les cerveaux d'un réseau international de trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire. Plus de détails sur cette belle prise de la police nationale après celle réalisée il y a peu par la Marine nationale dans l'expression de ce jour. Et on parle maintenant de la mairie de Bingerville et plus précisément de son maire qui a décidé d'assainir le secteur du transport dans sa localité. Oui, et pour y parvenir, le conseil municipal, selon Soir Info, a pris 2 arrêtés. Le premier stipule que l'exercice de l'activité syndicale dans la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire est désormais confié au collectif des syndicats de transport de Bingerville. Le deuxième arrêté, quant à lui, impose désormais la couleur orange, en plus d'un macaron portant le logo de la mairie de Bingerville, à tous les taxis communaux. Pour Issouf Doumbia, premier magistrat de la commune, qui a annoncé que désormais il est possible de faire la visite technique des véhicules à Bingerville. Cette décision va réglementer le secteur du transport dans sa commune. Et puis une information vraiment déconcertante, un père viole ses 3 filles selon Soir Info. Oui, c'est la terrible nouvelle livrée par Le Confrère. Ce crime perpétré sur 2 mineurs âgés respectivement de 15 et 11 ans s'est passé dans la ville de Boaké. Dénoncé par l'une des victimes, le violeur qui risque la prison à vie en vertu de l'article 404 du nouveau code pénal, puisque les victimes sont mineures, déclare avoir agi sous l'emprise d'un esprit démoniaque. C'est ça. Alors, on va trancher avec Lambert Fekese qui sollicite la solution des médias pour la CAN 2023. La Côte d'Ivoire va organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À 3 ans de l'événement, le président du comité d'organisation a rencontré les patrons de presse regroupés au sein du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Hier, selon le Patriote, au cours de cette rencontre, Lambert Fekese a sollicité le soutien et l'accompagnement des médias pour la réussite de la CAN 2023 qu'il qualifie de projet d'intérêt national. Merci infiniment à vous, très cher Renaud. Et puis on vous retrouve demain pour une Saint-Valentin très rouge, caliente. C'est mieux de parler de joie, d'amour que de parler de ces informations qui font très mal, notamment relativement au viol du père, des 3 filles par ce père-là. C'est déconcertant, c'est déconcertant. Vivement que les psychologues, les sociologues vraiment puissent augmenter beaucoup la surveillance même, c'est vrai. La surveillance et puis aussi vraiment... Quand son père devient son bourreau, ça devient autre chose. C'est déconcertant. Ça, c'est pas l'animateur qui parle, mais c'est le père qui parle. Matin Bonheur se poursuit, malheureusement pour ces mauvaises informations. Et puis voilà, il y a des bonnes informations aussi. Il faut bien prendre ses précautions par rapport à la santé. C'est là où intervient notre spécialiste, Dr Envo. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui du riz. C'est quoi le riz? Qu'il soit local, basmati, thaïlandais, koulango, le riz. Est-ce que c'est bon pour la santé? Qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, c'est juste après ça. Eh oui, on a plusieurs variétés et variantes de riz sous nos cieux et même à l'international. Bonjour, docteur Ovo. Bonjour, bonjour, madame. Bienvenue. Bonjour, alors, dites-nous, quel est le bon riz pour être en bonne santé? Alors, il faut dire d'abord, c'est quoi le riz? D'accord. Le riz, c'est une céréale. Le riz est une céréale et on dira que le riz est la deuxième céréale la plus produite au monde. Et le riz nourrit près de 27% de la population mondiale, selon la littérature. Très consommé. Voilà. Et en termes de riz, il existe plus de 3000 variétés de riz. Plus de 3000 variétés de riz. Alors le riz, de manière générale, est un produit qui est riche en sucre, autour de 78% de sucre. Voilà. Et il contient aussi des minéraux et aussi des vitamines. Mais la teneur du riz en minéraux, fibres puis vitamines dépend de l'opération qui a été menée sur le riz. C'est-à-dire que lorsqu'on apprend le riz avec la coque, on parle du riz paddy, plusieurs opérations sont menées sur le riz. Après la première transformation, on obtient ce qu'on appelle le riz cargo, le riz brun. Ce riz-là qui est riche en fibres, en minéraux et aussi en vitamines. Mais au fur et à mesure qu'on blanchit le riz, alors le riz perd ses différentes valeurs nutritives au fur et à mesure. Donc, la qualité d'un riz dépend de l'opération qui a été menée sur ce riz. Plus le riz est blanc, plus il est moins nutritif que lorsque le riz il est plus coloré.
Alors, docteur, là, vous avez commencé déjà la stratification du riz dans la réponse à cette question d'Alix, cette question liminaire. Alors, il y a le riz, on parle souvent de riz blanc, de riz rouge, de riz noir. On parle aussi de riz rose. Récemment, j'ai acheté du riz rose, c'était super bon. Alors, ça vient d'où tout ça? Et puis, quelles sont les vertus thérapeutiques de chaque riz? Je suis un grand mangeur, moi. Alors, il faut dire que le riz, on peut le transformer selon le modèle qu'on veut pour rendre le plus attrayant. Ça dépend de ce que nous cherchons. Alors, lorsqu'on prend le riz à l'origine, on le transforme. La première transformation, on a le riz brun qui contient un peu tout. D'accord. Alors, on peut le blanchir. On peut le blanchir. Il y a le blanchiment là-bas aussi? Oui, bien sûr. Au fur et à mesure qu'on on enlève la Quand il coque. est vanné? Il est vanné, non, mais il y a une période de décortiquage, mais après ça, on peut faire des bruitages. C'est-à-dire que voilà, des bruitages à 15 minutes, 20 minutes ou bien 45 minutes. Ça dépend de ce que nous recherchons. Va ressortir. Voilà, au fur et à mesure, ça devient blanc. C'est-à-dire que la partie nutritive, la partie est riche en minéraux et puis vitamines, c'est la partie l'enveloppe qui enveloppe le riz blanc, la partie blanche. Donc cette partie est souvent enlevée pour enrichir autres aliments. Ensuite, il y a blanc, ça c'est blanc. Voilà. Ensuite les autres variétés. Non, ça c'est le riz brun d'abord. Il sera maintenant blanchi. On va enlever la partie couverture pour obtenir du riz blanc. Alors, on peut avoir par exemple le riz blanc qu'on peut faire étuver pour donner une certaine coloration. Comme le riz étuvé, on a une coloration un peu rouge, un peu jaune. Le maloussou par exemple, ce type de riz. On peut étuver alors, avec l'effet de la température, avec la gélatinisation. On voit un peu que le riz blanc devient un peu jaune. Ça aussi, c'est une manière aussi de créer une certaine qualité de riz. Voilà, voici un peu les différences. Il y a rose aussi, il y a rose et noir, vous n'avez pas parlé de ça. Ce sont les différentes technologies. On dit que le noir, c'est bon pour la santé, pour les diabétiques. Pour les diabétiques, les gens qui ont des problèmes d'hypertension, le noir, le rose, c'est très bon pour la santé. Alors, le riz brun... Ça contient moins de sucre, moins de... Non, écoutez, le riz brun, c'est le riz qui est obtenu après la première transformation. Donc ce riz brun là peut être ébluté. On fait un blutage. Selon le temps de blutage, alors il va se blanchir. Vous voyez un peu. Alors la notion de riz est bon pour diabétique ou bien riz qui n'est pas bon pour diabétique tient en quelques petites nuances. Parce que le riz brun, le riz brun, je l'ai mangé une fois. C'est intéressant, c'est pas intéressant. La vie est trop belle pour souffrir. Alors, vous voyez un peu. Alors, ce riz-là, on peut le blanchir à différents niveaux pour obtenir des riz moins blancs. Donc, à défaut d'avoir du riz trop blanc qui est moins nutritif, ou avoir du riz brun souvent et pas trop intéressant au goût, alors on peut trouver un juste milieu. Vous voyez, un juste milieu. Parce que souvent, on dit aux personnes qui font un diabète que le riz brun est bon pour vous. Et les gens en mangent. Mais souvent, on dit que la différence, puisque qui parle de diabète parle de sucre, la différence en termes de sucre entre le riz brun et le riz blanc ne tient à quelques grammes. C'est-à-dire que le riz brun peut faire par exemple 78% de sucre et puis le riz blanc peut faire peut-être 77% de sucre. Vous voyez, la différence n'est pas aussi significative, de sorte à dire aux gens que non, comme le riz brun il est bon, vous pouvez le manger à tout moment. Ce que nous disons, nous en tant que spécialistes de l'alimentation, que quelle que soit la qualité de riz, pour un diabétique, on le mange la journée. D'accord. Quelle que soit la qualité de riz, même si on le paye le riz à 20 000 ou bien le riz à 50 000, le sac, quelle que soit la qualité de riz, il est intéressant de le manger à mi-journée parce qu'en fait, c'est de l'énergie, c'est du sucre. Et il faut métaboliser ce sucre, alors que le soir, on n'a pas assez de temps pour le digérer, vous voyez un peu. Donc, il est intéressant de manger ce riz-là la journée, quel que soit, même si on est diabétique, parce que plus le riz, il est brun, il est intéressant de manger du riz qui est du riz complet. C'est-à-dire que le riz qui est fabriqué de manière locale ici, le riz local. Voilà, le riz local, il est plus riche en matière nutritive que le riz blanc qui est importé. Alors, quelle que soit la qualité du riz, nous devons le manger la journée. Le soir, on peut le manger, vous voyez, on peut le manger selon, on peut le consommer selon
notre âge, notre activité physique, mais il y a plusieurs paramètres qu'il faut considérer avant de se mettre à consommer le riz à tout moment. Justement, c'est très important, docteur. Alors, vous avez parlé d'une période bien indiquée, le matin pour les diabétiques. Le riz... Midi pour les diabétiques. Oui, le midi, on est encore au matin. On a plusieurs étapes dans la journée. Hein. Okay. On a le matin, le midi et le soir. Et il y a certaines personnes qui consomment le riz sur toutes ces 3 étapes-là. C'est indiqué? Effectivement. Alors, et souvent, on est surpris lorsqu'on rencontre des patients qui, on demande à l'ordre de l'interrogatoire, on demande leur habitude alimentaire. Mais il vous assure, madame, qu'il y a des personnes qui affectionnent le riz. Ils mangent le riz à tout moment. Le matin, ils mangent le riz, ils mangent son coucher. À midi, et puis le soir, ils mangent. À midi, son gratin. C'est-à-dire que le riz, le riz, soir, son riz gras. Ils mangent comme ça, effectivement. C'est-à-dire que le riz fait près de 80% de sucre, ils le mangent le matin. Alors, ceux qui ont une activité physique importante, ils vont le manger. Ils vont le digérer, ça passe. Mais vous qui, par exemple, alors mon ami et Marcelin, vous qui êtes, par exemple, véhiculé, vous n'allez pas vous mettre à manger du riz le matin, le midi, le soir, ce n'est pas intéressant. Alors, cette quantité d'énergie-là, quand vous le faites, est-ce que vous aurez le temps pour vous en débarrasser? Souvent, c'est le problème. Justement, ça m'amène, Alix a ouvert la brèche, je vais m'y engouffrer. Est-ce que le riz, on peut le dire comme ça de façon péremptoire, est bon ou mauvais pour la santé? Là, on a parlé des diabétiques de façon spécifique. Les enfants, le 3e âge, les hommes actifs. Même si ce n'est pas parce qu'on est actif qu'on va manger, qu'on va digérer, qu'on doit manger ça tout le temps. Alors, le riz, il faut dire que le riz, comme je le dis, contribue à 27% de l'alimentation mondiale. Le riz, il est intéressant quand 27% de l'alimentation mondiale, oui. Ce sont des chiffres de l'OMS. Il nourrit près de 27% de la population mondiale. Ce sont des chiffres de l'OMS? Oui, des chiffres de la littérature. Okay. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'alimentation, c'est selon l'âge, selon l'activité physique, etc. Donc, par exemple, il est intéressant de manger du riz quand on est jeune, quand on est encore jeune, jusqu'à 40 ans. 40 ans, on mange le riz à tout moment, vous voyez. Alors, mais à un certain âge, où l'activité physique de la personne commence à baisser, alors il faut réduire l'entrée de l'énergie. Vous voyez un peu? Voilà, quand on est encore jeune, les enfants de 5 ans, de petits de 2 ans, de 15 ans, 20 ans, bon, il peut le manger à tout moment. Parce que vous voyez un peu à ce niveau, l'énergie est forte. Mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on a peur de 45 ans, 50 ans, vous voyez. Alors quand on fait rentrer trop d'énergie, alors qu'on n'en dépense pas assez, alors ça s'accumule. Okay. Et ça s'accumule. Si vous avez remarqué, aujourd'hui, bon, moi, je dis, il fait une remarque personnelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes de diabète. J'ai insisté beaucoup sur le diabète en Côte d'Ivoire, aussi dans le monde entier. Alors, il fait un petit rapport. La consommation de riz en Côte d'Ivoire devient tellement... Alors que nous avons plusieurs menus. On a eu tendance à oublier nos mets traditionnels. On a tendance... On ne mange pas de kabato. Les jeunes de maintenant n'aiment plus le kabato. Aujourd'hui, il y a le congondé même. Je me demande si la nouvelle génération connaît le congondé. On commence à tout oublier. Se mettre le riz. Faisons beaucoup attention. Le riz, il est intéressant quand on est jeune, on le mange. Pour ceux qui ont une activité physique importante, mais pour ceux qui pensent qu'ils ont une activité moins importante, je pense que le soir, ils devraient faire beaucoup attention à la consommation de cet aliment qui contient assez de sucre. Vous avez parlé du pourcentage très important dans la nutrition même des êtres humains. Des fois, on se dit que le riz, c'est plus facile à obtenir, à avoir un sac de riz à la maison et puis bon, après, on se défend avec. Donc, quand c'est comme ça, on le consomme sur toute la journée. Comment baliser? On le consomme avec quoi pour pouvoir, en tout cas, aménuiser les effets néfastes? Il est intéressant, comme le riz, c'est un constituant majeur de sucre. Le riz fait pour le son de sucre. Alors, il est intéressant de le manger avec les légumes comme nos parents le faisaient. C'est-à-dire que on fait un plat qui contient une source de sucre. Et alors on le mange avec une source de protéines, du poisson, de la viande aussi, avec une sauce faite à base de légumes et de feuilles. Il est intéressant parce que, vous voyez, lorsqu'on fait avec les légumes et les feuilles, ces éléments-là contiennent beaucoup de fibres alimentaires qui réduisent la vitesse à laquelle le sucre passe dans le sang. Je vous ai dit toujours ici que plus un aliment descend vite dans le sang, plus il est dangereux pour le pancréas. Donc, plus il est intéressant de manger le riz avec les légumes et des feuilles. Ceci permet de faire un repas complet. C'est-à-dire que dans ce repas-là, on a une source de protéines à base de la viande ou bien du poisson. La base du sucre, c'est le riz. Et on a des vitamines et minéraux qui vont venir des légumes et des feuilles. Il est intéressant de le manger le riz sous cette forme-là. Docteur, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se posent la question suivante? Est-ce que le riz local,
le riz local. On fait tellement la promotion de ce riz local-là, parce que la Côte d'Ivoire aussi doit être fière de la qualité de son riz. Est-ce que le riz local est bon pour la santé? Je pose la question. Il est goûteux, hein, mais maintenant. Je pose la question aux nutritionnistes et à l'homme de science et à l'homme tout court qui mange le riz local dont on parle tant. Est-ce que si un jour la Côte d'Ivoire devient autosuffisante en riz, et Dieu sait, là je parle en saluant respectivement le directeur général de l'ADERI, que je connais personnellement, qui est un passionné de riz. Alors, est-ce que le riz local est bon pour la santé? Est-ce que les Ivoiriens doivent être fiers de ce riz-là et faire en sorte que sa promotion soit vraiment accélérée? Alors, il y a une maladie qu'on appelle la pélagre. La pélagre, c'est la maladie de ceux qui mangent du riz blanc. En son temps. Alors, dans le temps, on dirait berry-berry. Le berry-berry, voilà. Alors, les études ont été faites, ils ont fait des petites expériences. Ils ont ils ont nourri du riz blanc, ils ont nourri des poulets au riz blanc. Et ils ont nourri des mêmes poulets avec le riz local. Il se trouve que les poulets qui ont mangé le riz blanc sont tombés malades. Et ceux qui ont mangé le riz local étaient en bonne santé. Ça veut dire que le riz local... C'est sans équivoque. Hein. Très, très intéressant de Alléluia, 225. Et nous souhaitons, je n'ai pas de Mais pourquoi ce complexe-là face au riz local? Pourquoi les Ivoiriens ont honte pratiquement de manger le riz local, notamment en ville? Sinon, en milieu rural, c'est bon, mais en ville, comme vous avez dit là... Il faut rationner aussi l'importation et plus axer sur la production ici. Quand on aura un déficit d'importation et beaucoup plus de riz ici local, c'est sûr qu'on va se diriger vers ça. Il faut créer mais il y a des conventions aussi internationales qui peuvent parfois nous bloquer. Sinon, c'est il faut se mettre en avant. Mais même s'il y a des conventions internationales, je pense qu'il faut favoriser la production. C'est ça, se mettre en avant. Les conditions de créer... Mais récemment, au dernier Sahara, j'ai assisté à une communication du directeur général de l'ADERI, c'est pour ça que je me permets de le citer, qui était super intéressante. Il y a de bonnes choses qui sont faites et les gens vont vers les riziculteurs et vraiment le gouvernement fait des choses très concrètes, notamment le financement des riziculteurs. C'est très, très important. Pour preuve, on a un ministère même du riz. Dévoué totalement. Je vais vous donner mon point de vue sur quelque chose que moi souvent je pense. Voici comment moi je vois les choses. C'est-à-dire qu'on produit du riz. Oui. Pour qu'une entreprise puisse marcher, il faut le marché. Nous sommes le marché. Si on octroie, en ce temps, je pense qu'on octroyait les journaux à des chefs d'entreprise et on faisait des prélèvements. Si on octroie des sacs de riz local, on donne du sac de riz local à des entreprises et on fait des prélèvements, je pense qu'on va... Ça va rentrer dans les habitudes. C'est une question de politique. C'est une question de comment on voit la chose. Si on dit, pour cette société ou cette société, vous avez cette quantité de riz que vous devez payer et qu'on donne, on paye, on va favoriser la production locale. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une ébauche de solutions là, offerte pour... Bien sûr, surtout le riz local. C'est très important. Nous, on va marquer une pause, pas pour manger du riz, mais pour la publicité. Cette année, la Saint-Valentin sera géniale avec le jeu Quiz SMS Saint-Valentin. Envoie vite LOVE, L-O-V-E, au 98 114 et tente de gagner des lots surprises chaque heure. Des nuitées à Assini en couple, 50 000 francs et 100 000 francs CFA chaque jour, 500 000 francs CFA et un super lot de 1 million de francs CFA pour passer une Saint-Valentin de rêve. Envoie maintenant LOVE, L-O-V-E, au 98 114. C'est 103 francs les SMS. Du nouveau à RTI Publicité. À l'occasion de la Saint-Valentin, bénéficiez de remises exceptionnelles sur nos packs vitrines pour une meilleure promotion de votre commerce aux heures de pointe. Vous êtes une boutique, un espace de distribution, un magasin, un hôtel, un restaurant ou un maquis. Cette offre est faite pour vous. Contactez vite nos agences RTI Publicité au 22 40 12 50. Plateau 22 40 12 50. Poste 47 43 et 46 32. Cocody de Plateau Vallon 22 40 12 50. Poste 54 20 et 47 92. Boisquet 22 40 12 50. Poste 54 28. San Pedro 64 13 61 36. Célébrons l'amour ensemble en vous faisant découvrir par le grand public. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs.
Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenu grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. De retour pour l'actualité internationale. Merci de nous rejoindre. On démarre avec la réunion des ministres de la Défense à Bruxelles, les ministres de la Défense de l'OTAN. Au programme de cette rencontre, les relations avec la Russie depuis ses frappes en Syrie, la crise migratoire ou encore la Libye face à la menace de Daesh. Coronavirus en France, 2 des 11 patients hospitalisés sont guéris et sont sortis de l'hôpital, annonce Jérôme Salomon, un directeur général de la santé. Suivant. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux cas confirmés. La France a donc toujours 11 cas confirmés, dont un cas sévère. Et bonne nouvelle, 2 patients guéris qui sont sortis aujourd'hui. Il s'agit du couple de touristes chinois qui avait été hospitalisé à Paris et qui est sorti souriant. Et donc j'en profite pour remercier très sincèrement toutes les équipes médicales et soignantes qui les ont pris en charge. On poursuit avec cette image de l'AFP des habitants de Hanoï au Vietnam qui font la queue pour acheter des masques alors que l'inquiétude a grandi quant à la propagation du nouveau coronavirus. L'épidémie a fait, il faut le rappeler, plus de 1000 morts. Le Sénat italien a renvoyé hier en justice Matteo Salvini, le chef de l'extrême droite accusé de séquestration de personnes pour avoir bloqué un bateau de migrants au large de la Sicile quand il était ministre de l'Intérieur. Un tribunal de Catane accuse Matteo Salvini d'abus de pouvoir et de séquestration, je le disais, pour avoir bloqué l'été dernier durant plusieurs jours 116 migrants à bord d'un navire des gardes-côtes italiens, le Gregoretti. En cas de procès, il encourt 15 ans de prison. En France, Patrick Balkany est sorti de prison. La Cour d'appel de Paris a autorisé sa mise en liberté pour raison de santé. Le maire LR de Levallois-Perret était incarcéré depuis le 13 septembre après ses condamnations pour fraude fiscale, puis blanchiment aggravé. Née le 11 février 1904, Sœur Andrée est la doyenne des Français. Lucille Randon, pour l'état civil, a fêté ses 116 ans mardi dans la maison de retraite où elle vit depuis 2009 à Toulon. Un anniversaire qui la sacre même doyenne de l'Europe.
Reportage. Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens. J'ai vu des belles choses et j'ai vu de très tristes. Des enfants qu'on a abandonnés parce qu'on n'avait pas de quoi les nourrir, et des enfants qui étaient recueillis par des familles. C'était très beau aussi à voir. Mon frère aîné, André, c'est pour ça que je m'appelle André, en souvenir de lui, c'était mon père, c'était ma mère. Il me couvait. Ça, c'était... Et quand je serai morte, j'irai le rejoindre à la campagne. Si. Ah. Et la voix en rond. Ouais. Faut parler. Voilà, tu me mets. Oui. J'en mange un tous les matins. Tous les matins. Parce qu'il y a des bonnes âmes qui m'en donnent. Voilà. Allez. Il y avait des enfants. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle journée à toutes et à tous. Régis, et le ton est donné même par la sœur. Le chocolat, c'est aussi, c'est bon pour la santé, bon pour l'amour. C'est clair. Et on a ça en Côte d'Ivoire. Premier producteur cacao. On a une idée de ce qu'on peut avoir pour vivre longtemps. Et la longévité. La longévité. Merci à vous d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Nous allons parler maintenant d'un sujet assez triste qui fait partie, hélas, de la vie. Nous allons recevoir M. Yapo Alain Damien. Il est président fondateur de l'ONG Aline. Nous recevons ce matin un homme stoïque qui a perdu sa sœur décédée du cancer. Mais cela n'ébranle en rien sa volonté d'apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre cette maladie vraiment qui fait le malheur de plusieurs familles, hélas, de notre pays. Avec lui, nous allons parler de son ONG, nous allons parler de l'approche psychologique autour des enfants. Tout ça en ayant en ligne de mire samedi, parce que samedi, 15 février, c'est la journée qui s'occupe vraiment des enfants malades contre le cancer. Allez, on se retrouve juste après ce jingle. Eh oui, effectivement, 15 février 2020, et comme tous les 15 février de chaque année, est célébrée la journée internationale du cancer de l'enfant. Il est avec nous, passionné de la lutte contre le cancer. Il nous en parle. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour à vous. Alors, déjà, on va essayer de définir le cancer et puis le cancer des enfants plus tard. Oui, le cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules, hein, il faut le dire, voilà. Et les cellules, on sait, le corps humain a 1 milliard de cellules et la cellule est la petite entité et dans cette cellule-là se trouve le gène. Le gène, lorsqu'il est modifié, d'abord les cellules, elles se multiplient, donnent naissance à d'autres cellules et celles-ci meurent et les nouvelles cellules prennent le relais, donnent naissance aussi à d'autres cellules et comme ça l'homme a tout son organisme au complet. Mais lorsqu'une cellule est modifiée, cette cellule-là qui est contaminée, elle subit une mutation. Et c'est cette mutation qui fait que la cellule se multiplie de façon anarchique. D'où on parlera de cancer. Alors, quelle est la particularité? Qu'est-ce qui fait la spécificité du cancer chez l'enfant? Bon, chez l'enfant, c'est la même chose un peu chez les grands, mais chez les enfants, c'est que le cancer, pour un enfant quand même, c'est difficile à supporter. Vous voyez, c'est difficile à supporter parce que l'enfant, il est malade, il est innocent. Il n'arrive pas à savoir en réalité qu'est-ce qui ne va pas. C'est les parents un peu qui sont un peu garants de cette santé-là. Il faut dire que le cancer, il apparaît un peu plus tôt chez l'enfant. Il apparaît un peu plus tôt chez l'enfant. Donc c'est un peu ce cas-là. On va maintenant parler des chiffres. C'est vrai au niveau mondial, au niveau de l'Afrique et puis chez nous en Côte d'Ivoire. C'est quoi l'épidémiologie descriptive? Oh oui, quand on parle d'épidémiologie descriptive, on veut parler un peu sur le genre par exemple. Le cancer, il prend les filles comme les garçons. Au niveau de l'espace géographique, les mêmes cancers qu'on retrouve un peu en Occident et autres, ce sont ces mêmes cancers qu'on retrouve chez nous. Voilà. Mais quand vous prenez par exemple, il y a un type de cancer, le lymphome de Burkitt, lui particulièrement, il est fait au niveau des USA, chez les Noirs, on trouve beaucoup ce cancer-là. Et ce même cancer se trouve aussi chez nous ici, contrairement aux Blancs qui font la leucémie plus facilement que les Noirs. Vous voyez, donc quand on voit dans ce contexte-là, on peut dire que le cancer,
c'est les mêmes cancers qu'on retrouve un peu. Il y a l'âge aussi. Et voilà, le cancer, souvent, il apparaît à partir de 3 ans pour certains, jusqu'à 15 ans. Mais maintenant, avec l'OMS, on va jusqu'à 19 ans pour parler du cancer de l'enfant. Voilà. Ok. En tout cas, merci de venir, d'avoir accepté vraiment de venir témoigner pour être vraiment un exemple, un symbole par rapport à cette journée du 15 février. Nous allons aller maintenant, grâce à la dextérité de notre réalisatrice Christelle Akoussa, écouter un témoignage des plus poignants. Je m'appelle Madame Secret Alida. Voilà mon fils secret, Kofi Isaac. Il a 8 ans. Il est en classe de CE2. Depuis 4 mois, mon fils souffre de la leucémie. On appelle ça le cancer du sang. Nous étions à Daloa. On a fait les traitements là-bas. On ne savait pas il souffrait de quoi. On a fait juste quand on n'allait pas. Nous sommes venus à Abidjan. Lorsqu'on nous a annoncé qu'il avait le cancer du sang, vraiment c'était difficile. Je ne pouvais pas accepter cela. Pour un enfant de 8 ans, il a pu enlever cette maladie-là. C'était difficile. J'ai pleuré durant toute la nuit. J'ai demandé à Dieu pourquoi lui. Où j'allais trouver l'argent pour pouvoir soigner cette maladie. Je ne connais pas cette maladie. C'était vraiment difficile. Très difficile. Il nous dit que ça se soigne, ça se guérit. Et il y a l'espoir pour qu'il puisse guérir un jour. Ensuite, les traitements sont coûteux. Nous, on dit ça, que c'est coûteux. Que nous, on ne peut pas. Une personne ne peut pas suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il retrouve la guérison. Il faut de l'aide pour pouvoir soutenir les parents. Il y a le groupe bénévole Premier Secours qui nous vient en aide. Et il y a une dame qui garde l'anonymat qui nous a aidé beaucoup. Je demande de l'aide aux personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider à pouvoir soigner ce petit ange. Vraiment, ce n'est pas facile. Je demande à monsieur le ministre de la Santé qu'il nous trouve une prise en charge pour pouvoir continuer le traitement. Nous ne pouvons plus rien faire parce que nous n'avons plus rien même. Témoignage poignant d'une mère malheureusement touchée par le cancer via son enfant. Alors, monsieur Yapo, dites-nous, on a ressorti, en tout cas dans ce témoignage-là, la méconnaissance même de la maladie. Pourquoi on ne sait pas que ces cancers existent ici? Oui, en fait, il faut dire que c'est le plus gros problème qu'on a. Si nous voulons réellement lutter contre les cancers de l'enfant, il faut commencer par la sensibilisation, l'information. Elle est vraiment primordiale. Sans la sensibilisation en amont, on fera tout en vain. Voilà. Parce qu'il faut beaucoup de sensibilisation. La majorité des parents que nous on croise, avec qui on échange, c'est des parents qui ne connaissent pas cette maladie. Généralement, on parle de sorcellerie. Vous voyez, dans nos villages et autres, on voit une maladie, l'enfant il chauffe aujourd'hui, il s'est rétabli demain, on lui met quelques feuilles, quelques décoctions là, l'enfant il s'est rétabli, on dit bon mais tiens, c'est le grand-père qui est là, on ne connaît pas la maladie. Donc la méconnaissance de cette maladie déjà est un problème même pour nous. Voyez-vous, donc les parents sont souvent aux prises à vraiment des choses. Et puis, il faut dire qu'aussi, il y a dans nos centres de santé, la formation aussi n'y est pas en tant que telle. On arrive, l'infirmier, il a fait sa formation qu'il y a et il ne maîtrise pas les signes du cancer. Donc quand il arrive, il prescrit ce qu'il y a. Il a sa méthodologie de traitement. L'infirmier? Oui, l'infirmier, il a sa méthodologie de traitement. Médecin, non, je parle de l'infirmier d'abord, parce que je parle de la zone rurale, par exemple. Voilà, l'infirmier, il a sa méthodologie de traitement. Voilà, mais pour un spécialiste, il saura qu'est-ce que c'est. Donc là, d'abord, il y a le temps qu'on perd. Or, dans le cancer, il ne faudrait pas perdre du temps. Le diagnostic est fait tôt, l'enfant est vite pris en charge, le cancer, il s'est guéri. Voilà, le diagnostic, il est fait tôt, vite. C'est pour ça que j'ai parlé de sensibilisation. Plus la sensibilisation va se faire, plus la population va savoir de quoi il s'agit, l'information sur la maladie, qu'est-ce que c'est, quels sont les signes d'appel, un diagnostic précoce. L'enfant, il est pris en charge tôt, le cancer se guérit à 80%. À 80%, le cancer se guérit. Mais lorsqu'il n'est pas pris en charge tôt, c'est difficile. Il y a deux tiers des enfants qui sont diagnostiqués très tard.
Imaginez un peu la suite. Justement, parlons-nous des chiffres, parce que apparemment, vous avez des chiffres qui émanent du programme national de lutte contre le Quels sont les cancer. chiffres du cancer de l'enfant en Côte d'Ivoire? Voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a 800 nouveaux cas d'enfants malades du cancer. 800 nouveaux cas, c'est énorme, mais ça, nous sommes en 2020. En 2025, on ira jusqu'à 1000. Ça, ce sont les chiffres, il faut que vous précisiez ça à l'antenne. Oui, ce sont les chiffres officiels, puisqu'en 2000, il y avait 30 à 40 nouveaux cas. En 2010, il y avait 200 nouveaux cas. Ce sont les chiffres du programme? Du programme, hein. National de lutte contre le cancer. Voilà, en 2000... Entité du ministère, bien sûr. En 2016, par le ministère de la Santé. Oui, justement. Okay. Vous pouvez faire des vérifications. En 2016, il y a eu 250 nouveaux cas. Mais aujourd'hui, nous sommes à il y a une recrudescence en tout cas. Oui, ça, il faut le dire. C'est dû à quoi? Vraiment. Bien, là, on parle des facteurs de risque maintenant. Voilà, quand on parle de facteurs de risque, il y a le facteur génétique et puis il y a le facteur environnemental. Voilà, et ça, il faut aller plus loin. Regardez, prenez un peu nos parents dans les villages et autres. Ils utilisent des produits dont ils ne maîtrisent même pas la teneur. Ils utilisent des produits dont ils n'ont même pas un peu le dosage. Vous prenez un peu les herbicides. Tout le monde sait qu'il y a le glyphosate qui s'y trouve. Et voilà, oui, le glyphosate, tout le monde sait que c'est un produit cancérigène connu. Vous prenez le benzène, qui se trouve dans l'industrie chimique. Vous prenez le benzène, qui est un élément du pétrole, et tout le monde sait que le benzène cause la leucémie. Vous voyez? Mais les produits que nos parents utilisent, c'est sans masque. Ils ne se protègent pas. Les enfants manipulent ces produits-là aussi facilement dans nos champs, les herbicides, et tout le monde le sait. C'est vrai, le glyphosate même qui a créé une grande polémique du côté de l'Europe, qui est sorti maintenant. Aux États-Unis aussi. Ben oui, avec ce monsieur qui a eu son procès validé grâce à Dieu. Nous, nos parents l'utilisent maintenant. Beaucoup dans les champs parce qu'on ne va plus à la machette. Voilà, on veut avoir un résultat plus. Vous voyez, aujourd'hui, on parlera de certaines choses. Par exemple, nos produits qu'on a, je prends la banane douce, très tôt, on veut quelque chose qui mûrit en un jour, 2 jours. Voilà, rapidement, on le fait. On utilise des produits. On mange un peu de, excusez-moi, de griffe, un peu de chougouya, de la viande braisée et autres. Mais ces produits qu'on utilise pour les poulets et autres, qui en espace de 20 jours et autres, mais ça, toutes ces choses-là, il faudrait qu'on y pense. Parce que lorsque le monde évolue, ces maladies-là adviennent aussi facilement. Voilà. Avant, on parlait des maladies des riches, on parlait des maladies qui se trouvaient un peu en Occident, en Amérique, mais ces maladies arrivent ici. On disait, mais on ne connaissait pas ces maladies-là parce qu'on mangeait bio ici. Monsieur Yapo, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que quand ils sont en zone rurale, l'infirmier n'est pas prêt à avoir certains réflexes. Quid du volet psychologique, sociologique? La dame qu'on a vue tout à l'heure, dans sa tristesse-là, comment vous, et vous aussi, vous avez vécu ça? Comment accompagner les gens pour que vraiment on puisse avoir une certaine stoïcité? Bon, il faut dire qu'il faut vraiment une prise en charge totale. Quand on parle de prise en charge, peut être psychologique. Parce que c'est cher, hein? Oui, ça coûte cher, surtout quand c'est détecté tard comme ça. Oui, le cancer, lorsqu'il est détecté tôt, il peut aller jusqu'à 3 millions. Hein. Lorsqu'il est détecté tôt, hein, parce qu'il y a ça, c'est le taux, hein? Oui, tôt. Non, tard, on imagine. Non, imaginez. Parce qu'il y a 4 phases. Il y a le stade 1, 2 et 3, 4. Lorsqu'il est à partir du stade 3 et 4, c'est beaucoup difficile. Alors, quels sont les accompagnements, le difficile des accompagnements? Comment on fait pour atténuer un tant soit peu? Parce que la douleur n'est pas que physique, elle est aussi mentale. Oui, il faut vraiment être souvent avec les parents, ce qu'on fait déjà. Justement, dans votre ONG, il faut sortir avec les... Voilà, il faut faire l'approche, échanger avec les parents, les encourager, les orienter. Ça, il faut les orienter parce que souvent, les parents ne sont pas orientés. Il faut leur expliquer le processus du traitement. Parce que quand le parent il arrive, il y a d'abord les examens qu'on lui donne. On va lui donner des examens à faire, des analyses et autres. Ça a un coût. Et là, c'est pour détecter la maladie. Après, il faut des examens encore pour savoir si la maladie a pris tout l'organisme, à quel stade la maladie est. Ça a un coût. Le parent va commencer à se fâcher déjà. Mais vous avez dit que c'est telle maladie, mais pourquoi vous nous donnez encore des examens? Vous voyez, après, en faisant la chimio, par exemple, thérapie, il faudrait aussi des dispositions. Il y a des examens encore à faire pour savoir si l'enfant peut supporter le traitement. Tout ça aussi, ça a un coût.
Vous voyez. Après ça aussi, après la chimio, il faut des examens, un bilan pour savoir si l'enfant il a pu supporter à quel stade encore la maladie, est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'elle a pu, le cancer, la chimio a pu fondre la masse. Ça aussi, ça a un coût. Vous voyez, et là, il faut toujours être en train de changer avec les parents, leur expliquer le processus, leur dire qu'en réalité, les médecins que vous voyez, ils sont là que pour faire leur travail. Si vous n'avez pas de moyens, parce qu'il faut les moyens. La dame, elle a dit tout à l'heure, il faut les moyens. Vous pouvez vous dire, bon, tiens, j'ai des moyens, peut-être que j'ai 400 000 francs que je mets à disposition pour le traitement de mon fils. Ce n'est pas un paludisme. Et dans le processus du traitement, un paludisme même peut arriver, ça va faucher l'enfant. Une maladie opportuniste peut arriver, ça va faucher l'enfant. Donc, vous voyez, les parents n'ont vraiment pas le moral. Et ils viennent démunis, donc c'est difficile pour eux. Et justement, vous avez parlé de la méconnaissance même des signes avant-coureurs du cancer. Ça, c'est pour les infirmiers peut-être qui ne sont pas outillés pour cela. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a nos médecins qui réussissent à guérir et le plateau technique adéquat pour? Oui, il y a un plateau technique. Il faut dire qu'avant, on avait le service d'oncologie pédiatrique, l'unité du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville seulement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je peux parler de mère enfant. Hein. C'est pas bien sûr, bien sûr, c'est soigné. Il y a mère enfant qui a un autre service encore, dont le plateau technique aussi est encore plus performant, parce que là-bas se trouve le professeur Atebi. Et il y a le CHU de Treichville, comme je le dis, avec Dr Lynn, Dr Ndoumi, Dr Akoun, qui font franchement du beau travail. Mais imaginez-vous, 800 nouveaux cas pour un plateau technique qui n'est pas amélioré. Et pour nous, nous faisons des plaidoyers. Nous demandons à l'État d'améliorer ce plateau technique parce qu'il y a 17 lits au service d'oncologie pédiatrique. Vous voyez, et ça, il faut le dire. Il y a beaucoup qui ont été faits, mais c'est insuffisant pour ces cas qui viennent. Il faut améliorer ce plateau technique-là. Il faudrait que le service d'oncologie pédiatrique ait un centre d'imagerie. Vous voyez, parce que le CHU supporte presque tous ceux qui viennent au CHU. Hein. Donc, vous voyez un peu le programme, vous voyez un peu les rendez-vous qu'il peut avoir. Les parents sont obligés d'aller hors du CHU. Entre-temps, si c'est au CHU, ça leur reviendra moins cher. Vous voyez, donc il faut améliorer ce plateau-là. Alors, M. Yapo, en tant que président de l'ONG, d'abord, en tant que parent, en tant que père, en tant que personne qui a été victime de cela, qu'est-ce que vous pouvez dire au ministère qui déjà vous aide à travers le programme? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Oui, ce que nous on attend, que le ministère nous accompagne un peu dans la sensibilisation. Comment? Voilà, en nous aidant à aller sur le terrain, à pouvoir toucher la population. Parce que nous faisons une sensibilisation de proximité. Nous sommes allés à Vitré 1 et 2 pour une sensibilisation. Nous sommes allés à Kossoouin. Très bien. Voilà, pour ça, on le fait déjà. Kossoouin, oui. PK 44. Où on a maintenant notre centre d'enfouissement. Voilà, donc nous sommes allés là-bas. Vous voyez, il y a aussi la sensibilisation qu'on fait un peu avec les élèves, avec des étudiants, avec les enseignants. Toutes ces choses-là, mais c'est un programme qui doit être fait pour cela. Parce que la sensibilisation fait partie un peu du diagnostic précoce. Oui, c'est vrai. Voilà, la sensibilisation fait partie du diagnostic précoce. Ça donne des alertes. Voilà, ça donne des alertes déjà. Dans le diagnostic précoce, il faut la sensibilisation. Parce que là, on peut informer. Donc, le ministère peut nous aider à le faire. Le ministère peut... Parce que nous sommes un peu le relais voilà, du gouvernement. Donc, on nous aide voilà, en mettant les moyens à notre disposition. Les entreprises aussi peuvent nous accompagner en cela, parce qu'il faut soutenir. Il faut regarder les industries chimiques, par exemple. On sait très bien que c'est dangereux pour la santé, mais on ne peut pas s'en passer parce que nous sommes dans le modernisme. Mais qui nous accompagne comme une compensation. Donc quand vous dites on ne peut pas s'en passer, je nuance un peu. Parce qu'on oui, peut, parce que le ministère de la Santé, par exemple, peut faire agir le lobbying pour que les entreprises qui viennent s'installer puissent respecter certaines normes. C'est clair. S'il y a la pertinence d'une nuisance d'un produit, il faut retirer tout simplement pour pas que ça crée de connivence plus avec de le dégâts. ministère de l'Agriculture, par exemple, le ministère de la Santé peut voir que oui, il y a des produits qui sont à terme cancérigènes pour les planteurs, pour leurs épouses, d'autant plus qu'ailleurs, si c'est sorti, il ne faut pas utiliser ici. On vous dit par exemple surtout qu'il y a une jurisprudence internationale. Oui, on vous dit par exemple qu'on fait de la sensibilisation. L'agriculture vous dira qu'elle fait de la sensibilisation. On a des personnes sur le terrain. Mais nos parents, là, ils ne savent pas lire. Il y a des produits de contrebande aussi qui rentrent, il faut le dire. Ça, c'est vrai. Voilà, il y a des produits de contrebande. Un parent qui ne sait même pas lire en français,
qui utilise des produits venant de d'autres pays anglophones. On lui fait miroiter des choses. Voilà, donc, on lui dit que ça, après... c'est plus efficace que les produits qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Mais le parent, il l'utilise. Et le pire, c'est quand il finit d'utiliser le produit, le récipient du produit, il l'utilise pour boire de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On a vu tout dernièrement, hein, l'année dernière, on a toute une famille qui a été décimée parce qu'ils ont utilisé voilà, les récipients vides là, pour la consommation. Il y a une grosse sensibilisation à faire. Alors, comme on dit chez nous en matière de communication, le mot de la fin, c'est quoi avec vous, docteur? Monsieur, j'ai failli dire docteur, tellement vous maîtrisez tous les chiffres, tout ça. Vous tombez à vous spécialiser dans ce domaine. Allez, il faut bien finir par une note. Ça fait 3 ans que je côtoie il faut la bien maladie. finir par une note joyeuse quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a beaucoup d'espoir. J'ai dit qu'il y a un plateau technique existant. Il faut améliorer ce plateau technique-là. Donc, il y a de l'espoir, puisqu'il y a 40% quand même de taux de mortalité. Donc, avant, on était à 95% de taux de mortalité. Or, l'OMS vous parle de 80% pour l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire est en train de tendre à 40%. Si on améliore le plateau technique, je pense que chose. Il faut mettre... Et puis, il faudrait que l'État prenne en charge les enfants malades du cancer. Ça, c'est notre plaidoyer. Voilà. Que les enfants se soignent gratuitement. C'est notre plaidoyer. Ça, c'est sûr, cette phrase remplie de réalité, de vérité, que nous allons refermer les portes de cette émission. Demain, Alix et moi, nous prenons nos bagages. Les affaires nous attendent dehors là-bas. Nous allons aller quelque part pour... Demain, il n'y a pas matin bonheur, en tout cas ici, hein, parce qu'on va aller quelque part. On va aller se promener, on va aller se ressourcer, se mettre bien, comme on dit. Et vous transférer les bonnes zones. Et vous transférer les bonnes vibrations, parce que demain, c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour, à la sauce matinale. Et on espère que vous allez apprécier. Merci d'être resté en notre compagnie. Vive l'amour et vive la positivité, la paix dans notre pays. Ciao, ciao.